Louis Gallois, bonjour. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation de Territoire de Progrès pour ce colloque consacré au pacte républicain et à l'égalité des chances. Louis Gallois, j'allais dire on ne vous présente plus, mais je vais vous présenter quand même rapidement. Ancien haut fonctionnaire, ancien président de la SNCF, ancien président d'Airbus, entre autres, de PSA, que vous avez quitté récemment, mais également ancien président de la Fédération des acteurs du social, la FAS. De la solidarité, acteur de la solidarité. De la solidarité. Fédération des acteurs de la solidarité, merci. Co-président de la Fabrique de l'Industrie et président du fonds d'expérimentation du fonds Zéro Chômeur. Du fonds d'expérimentation Zéro Chômeur, pardon. Louis Gallois, vous allez nous parler du pacte républicain et de l'égalité des chances, et ensuite nous aurons un échange à partir de quelques questions. Vous avez la parole. Merci madame, merci de votre invitation. L'égalité tient au sein du pacte républicain une place tout à fait particulière. La France a une passion pour l'égalité et qui l'emporte d'ailleurs sur les deux autres éléments de la devise républicaine, la fraternité et la liberté. Pourquoi? Parce que la révolution s'est faite contre les castes, contre les privilèges, et qu'elle s'est faite dans une véritable démarche de recherche d'une égalité plus forte. Alors, il y a différents types d'inégalités ou d'égalité. Il y a l'égalité de revenus. Elle est globalement assez bien contenue en France par un système redistributif très puissant, mais elle croît. Mais elle est assez bien contenue par rapport à d'autres pays. Il y a l'inégalité de patrimoine. Cette inégalité est plus forte en France, notamment à cause de la montée des prix de l'immobilier qui a valorisé les patrimoines de manière considérable, avec une conséquence qui est très forte, c'est que le patrimoine, ça se transmet de génération en génération. C'est-à-dire que c'est une inégalité qui se transmet de génération en génération. Et puis, il y a la troisième inégalité, ou la troisième égalité, c'est celle des chances. Et c'est celle dont vous parlez au cours de ce colloque. L'égalité des chances, c'est la capacité à surmonter les deux premières formes d'inégalité, celle de revenus et celle de patrimoine. C'est surtout la capacité à s'émanciper. Le président de la République a une expression que je retiens. Il parle d'assignation à résidence. Et il y a une réalité là-dedans. C'est-à-dire que les personnes sont marquées par leur origine et ont beaucoup de difficultés à sortir de leur situation d'origine. Un autre avait parlé d'ascenseur social qui était en panne. C'est un peu la même réalité. Cette assignation à résidence, d'ailleurs, elle ne touche pas que les personnes, elle touche aussi les territoires. Et les territoires ont le sentiment d'une inégalité des chances croissante. Alors, quels sont les leviers de l'égalité des chances? J'en vois deux essentiels. Le premier, parce que c'est la base incontournable, c'est le cœur du pacte républicain, c'est l'éducation. Notre système éducatif est devenu producteur d'inégalités. Et je pense que cet élément doit être de manière extrêmement offensive remis en cause. Il faut que le système éducatif soit un facteur d'égalité, que ce soit le système éducatif qui permette aux gens de remettre le pied à l'étrier. C'est celui qui doit permettre la rupture entre la situation d'origine et une situation d'avenir, d'émancipation. Alors, ce n'est pas simple. On ne dépense jamais trop d'argent pour l'éducation, dès lors qu'évidemment cet argent est bien dépensé. Mais il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que les financements et le budget de l'éducation nationale. Il y a tout un écosystème qui doit permettre à l'éducation de jouer pleinement son rôle. Le logement des parents, décisif en matière d'éducation. Il y a la mixité sociale, très difficile à assurer, mais qui doit permettre d'éviter les ghettos. Il y a tout ce qui est fait sur la petite enfance, qui prépare l'accès à l'éducation, au système éducatif. Il y a la santé scolaire, dont j'ai eu l'occasion de dire au ministre de la Santé précédent, Madame Buzyn, à quel point elle était détériorée dans notre pays.
il y a l'accompagnement des parents. Est-ce que les parents peuvent être accompagnés? Parce qu'on voit bien que des difficultés des enfants dans le système scolaire naissent de la manière dont les parents les accompagnent. Je crois que ça, c'est un élément absolument décisif. Et les associations essayent de corriger un certain nombre de ces difficultés, et notamment vis-à-vis de ce qu'on appelle les décrocheurs. Mais elles ne peuvent pas tout. Il faut que le système éducatif lui-même soit conforme à sa vocation d'émancipation. Le deuxième élément décisif, pour moi, c'est l'accès au droit. Les Français sont tous égaux devant les droits. En fait, c'est vrai sur le plan juridique. Ça ne l'est pas dans la réalité. La complexité est un obstacle. J'ai eu l'occasion un jour de dire à Madame Touraine, qui était ministre de la Santé, est-ce que vous avez essayé de remplir le formulaire pour l'accès à la couverture universelle de santé et à sa complémentaire? 8 pages dans lesquelles vous devez détailler de manière extrêmement précise tous vos revenus de l'année précédente. Qui est capable de remplir cela? Et je pense que nous avons de très grands progrès à faire dans ce domaine. Il y a l'ignorance des droits. Les gens ne savent pas à quoi ils ont droit. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont droit au RSA. Il y a la mauvaise volonté de personnes qui, derrière les guichets, disent ces gens-là nous embêtent. Parce que ça existe, c'est une réalité, ça aussi. Et puis, il y a maintenant un élément nouveau, c'est la fracture numérique, qui empêche beaucoup de gens d'accéder à leurs droits, parce qu'ils n'ont pas accès aux techniques du numérique, parce qu'ils n'ont pas accès tout court à des instruments du numérique. Je pense qu'il est absolument essentiel que ces problèmes qui paraissent ancillaires, secondaires, soient surmontés, parce qu'ils constituent de véritables obstacles à l'accès aux droits. Et s'il n'y a pas accès aux droits, il n'y aura pas égalité des chances. Et puis, il va falloir que ces droits soient exprimés. Et je pense que sur tous les droits les plus fondamentaux, le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l'emploi, le droit à la culture, on sait très bien que ces droits ne peuvent pas être du jour au lendemain complètement accessibles, notamment le droit à l'emploi actuellement. Mais je pense que sur tous ces points, il faut progresser. Il faut se fixer des horizons qui permettent de mesurer les progrès. C'est comme cela qu'on arrivera à assurer une véritable égalité des chances. Le défenseur ou la défenseuse des défenseurs des droits exerce sa vigilance. Jacques Toubon a fait un travail remarquable et actuellement Claire Hédon, l'ancienne présidente d'ATD, est à la tête de cette institution importante. La défenseur des droits dit beaucoup de choses utiles. Elle mérite d'être écoutée. Et que ça se traduise dans les politiques publiques. Alors, il y a deux domaines spécifiques pour l'égalité des chances que je ne voudrais pas oublier ou ne pas mentionner. D'abord, c'est l'égalité homme-femme. C'est à la fois un problème juridique et c'est une question culturelle. Et cette question culturelle, elle ne peut être surmontée que si l'éducation, le système éducatif le prend à bras-le-corps. Il y a l'égalité des chances territoriales. Je crois que notre pays est fracturé et il est très important que cette égalité des chances territoriales puisse être restaurée progressivement. Et je pense, j'en appelle à un nouvel aménagement du territoire, qui ne sera pas celui que nous avons connu dans les années 60, 70, mais un nouvel aménagement du territoire pour donner leur chance aux différents territoires. Et un soutien aux dynamiques territoriales. Il y a dans les territoires beaucoup de gens qui ont envie de se bouger, de faire des choses. C'est ces gens-là qu'il faut soutenir. Je crois que c'est très important. Un mot de conclusion, si vous le permettez, sur deux points. L'égalité des chances ne doit pas être un alibi ou une excuse pour ne pas s'attaquer aux deux autres inégalités que je mentionnais, celle de revenus et celle de patrimoine. Je crois que la lutte contre les inégalités, elle se fait sur un front large.
Il y a l'égalité des chances, bien sûr, mais il y a aussi la réduction des inégalités de revenus et des inégalités de patrimoine. Avec une question en France taboue, qui est une vache sacrée, qui est l'impôt sur les successions. C'est, je crois, tout à fait essentiel, et j'ai regretté que le plan de relance, par exemple, ne comporte pas un volet de lutte contre la pauvreté plus important, alors que les pauvres ont été les premières victimes de la crise sanitaire. Ils l'ont payé le prix fort. Et on voit bien qu'il y a 30% des Français qui ont surépargné et qu'il y a 20% des Français qui se sont surendettés. Et je pense qu'il faut être très vigilant sur ce point. Deuxièmement, l'égalité des chances, il faut faire attention, ça peut être une démarche individualiste. C'est-à-dire, j'essaie de me sauver moi-même. Or, je pense que la lutte contre les inégalités et contre les inégalités de chance, c'est une affaire collective, c'est une affaire de la nation. C'est pour cela que je pense que la solidarité est un mot extrêmement important à prononcer lorsqu'on parle de lutte contre les inégalités. La solidarité, le système fiscal et social est là pour en assurer les éléments. Il y a le soutien aux démarches de solidarité, aux associations. Les associations jouent un rôle que j'ai découvert, mais qui est massif pour maintenir le tissu social français, pour qu'il évite qu'il craque. Et je pense qu'il faut les soutenir. Et puis, je pense qu'il faut faire un débat démocratique sur la pauvreté et sur la lutte contre les inégalités. Il faut que ce soit un thème du débat démocratique. Et ce que je crains, et je vais être polémique en terminant, c'est que le débat écologique ne submerge la question sociale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler d'écologie, mais la question sociale, elle reste au cœur de elle doit rester au cœur de nos préoccupations, et l'égalité des chances est un élément essentiel de cette question sociale. Merci. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Gallois, pour cet exposé choc et très, très limpide. Je voudrais revenir 2 secondes sur ce que vous nous avez dit. Vous nous avez parlé beaucoup de l'égalité des chances, mais en disant qu'il ne fallait pas oublier qu'avant cette égalité des chances, il y avait aussi une égalité de revenus et une égalité de patrimoine, ou plutôt une inégalité aujourd'hui de revenus et une inégalité de patrimoine. Sur l'inégalité de revenus, des dispositifs existent pour essayer de compenser les plus fortes inégalités de revenus et en tout cas aider les plus pauvres, notamment le RSA. Vous estimez, vous êtes prononcé il y a peu de temps sur France Inter sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous pensez que le RSA aujourd'hui ne suffit pas à remplir le rôle qui lui était assigné? Il y a un débat sur le RSA. Le RSA actuellement, pour un célibataire, c'est 563 € par mois. C'est moins que cela si vous touchez les APL, ça se réduit. C'est d'ailleurs un système absurde, puisque on déduit une aide d'une autre aide. Mais je crois qu'on ne peut pas vivre avec 563 €. Et il y a l'argument, mais si on monte le RSA, d'abord ça coûte cher, mais ça va dissuader les gens d'aller vers l'emploi. Moi, je ne le crois pas. Je crois même l'inverse. Et Madame Esther Duflo, notre prix Nobel, l'a dit également. En dessous d'un certain seuil de revenus, vous ne cherchez pas de travail parce que vous êtes occupé à plein temps à vivre, à survivre. Et je pense que, au contraire, donner un tout petit peu d'air aux personnes en situation de pauvreté en les accompagnant, en leur proposant des choses. Bien sûr qu'il faut accompagner les personnes. L'accompagnement est décisif. Et c'est cet accompagnement qui doit permettre aussi de s'assurer que les personnes sont dans une démarche positive. Mais en accompagnant les personnes, je pense qu'il faut leur donner un peu d'air et accroître le niveau du RSA. L'aide aux handicapés est actuellement, l'allocation handicapée est actuellement à 850 €. On ne va pas aller, le RSA, on ne va pas porter le RSA de 563 € à 850 € du jour au lendemain.
Mais il y a une progression vers cet objectif qui me paraît absolument indispensable. Et j'ai été réservé sur le RSA pour les jeunes. Parce que la deuxième question, c'est les jeunes. La question des jeunes est devenue tellement prégnante que je pense qu'il faut prévoir maintenant l'extension du RSA aux jeunes avec peut-être des modalités particulières, des conditions d'accompagnement et de formation particulières, et peut-être aussi une obligation pour le jeune d'accepter un emploi si cet emploi est raisonnable en termes de capacité, en termes d'éloignement du domicile, etc. Et si cet emploi est raisonnable, la personne qui refuserait cet emploi perdrait son RSA. Parce que je crois que pour les jeunes, cette discipline est nécessaire. Mais je suis maintenant convaincu qu'il faut que, face à la détresse d'une partie de la jeunesse, on lui apporte une aide permanente type RSA. La garantie jeune, c'est 1 an, 18 mois. Ça n'assure pas la couverture du RSA. Et que pensez-vous de la proposition de Territoire de Progrès de créer un revenu qu'on appellerait d'autonomie ou un revenu tremplin pour les jeunes de 18 à 25 ans, qui soit de même niveau que le RSA, qui soit un revenu différentiel, mais qui serait remboursable éventuellement, soit si le jeune entre dans la vie active, trouve un travail supérieur à un certain revenu qui lui permette de rembourser à long terme, sur une longue échelle, l'État ou la collectivité des sommes dont il aura bénéficié, ou qu'il soit remboursable un peu comme l'allocation personnes âgées, notamment des personnes âgées dépendantes en EHPAD et qui ne peuvent pas financer leur EHPAD et qui se font donc aider par la collectivité qui se rembourse ensuite sur l'héritage. Et là, on aurait un système de remboursement sur la famille, sur l'héritage familial, si héritage familial il y a, et puis pas de remboursement et prise en charge totale par la collectivité en cas d'incapacité de rembourser ou de se rembourser sur l'héritage. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Alors, je ne connaissais pas cette proposition. Il ne faut pas mettre les jeunes en situation d'endettement. Il faut éviter cela. Qu'il y ait un système qui permette aux jeunes, s'il accède à une situation suffisamment rémunératrice, un système qui lui permette de rembourser, mais il va payer des impôts, ce jeune. C'est une partie du remboursement, les impôts aussi. Nous n'arrêtons pas, à travers les impôts, de rembourser ce que la collectivité nationale nous apporte. Et je pense que c'est plutôt par le système fiscal que ça doit passer, ce genre de choses. Quant au système sur l'héritage, j'ai peur que ce soit une complexité extrême. Je ne suis pas très attaché à l'héritage, donc vous avez compris que je n'étais pas contre un impôt sur les successions un peu plus élevé. Dès lors, ça n'empêcherait pas la transmission d'entreprise. Ce serait un problème très sérieux. Mais je pense que c'est un système très compliqué d'aller rechercher dans les successions une sorte de remboursement. Et là aussi, vous savez, moi je crois que le plus simple, c'est le système fiscal. C'est un système d'impôt. Alors, est-ce qu'il faut cibler particulièrement les jeunes qui ont bénéficié de ce RSA? Personnellement, je pense que je ne suis pas a priori très favorable à ce système parce que j'estime que ces jeunes payent déjà par situation extrêmement dégradée, qu'aucun système financier ne pourra complètement surmonter. Et deuxièmement, ces jeunes, s'ils réussissent, ils paieront des impôts et c'est comme ça qu'ils rembourseront la dette qu'ils ont vis-à-vis de la société. D'accord, merci. Question sur ce que Françoise Dumas nous a dit tout à l'heure. Elle nous a parlé du service militaire adapté, du service militaire volontaire et du service national universel de création plus récente. Quel regard portez-vous sur ces dispositifs? Est-ce que vous pensez que c'est une voie parmi d'autres et qui peut-être est à étendre, à élargir, qui permet de mettre le pied à l'étrier et de remettre dans le creuset social de la République un certain nombre de jeunes qui partaient à la dérive?
Je suis assez favorable à cela. Il faut voir les modalités d'encadrement de cela, mais je suis assez favorable à cela. J'avais été très frappé lorsque j'étais directeur de cabinet de ministre de la Défense. J'avais rencontré un colonel à Noyon je lui parlais des conscrits, parce qu'à ce moment-là, il y avait encore le service militaire. Il m'a dit, nous mettons 6 mois à les remettre dans un niveau de santé acceptable. Nous recevons des jeunes à la santé extrêmement dégradée. Eh bien, cet élément m'avait frappé. Je me suis dit, à un moment, au moment du passage à l'âge adulte, que les jeunes soient regroupés, que l'on puisse les encadrer, leur apporter un certain nombre de choses, notamment ça, aussi simple que cela, une remise à niveau de santé, mais ça peut être une remise à niveau en termes de lettrisme, etc. Il faut que ça soit. Les modalités sont extrêmement importantes, mais j'y suis globalement plutôt favorable. Et je sais que les méthodes qu'utilise l'armée, notamment dans les épides, qui sont des lieux où ils accueillent des jeunes en grande difficulté, avec des disciplines un peu militaires, faire son lit le matin, se lever à l'heure précise, avoir un uniforme, et des journées où il y a de la remise à niveau scolaire, de l'apprentissage, etc., ces épides font un travail remarquable. Et donc, les armées ont montré qu'elles étaient capables de faire cela. Il faut leur donner les moyens de le faire. Ça ne peut pas être fait sur le budget actuel de la défense. Mais encore une fois, je pense que si les modalités sont bien adaptées, je suis plutôt favorable. Et dernière question, Monsieur Gallois, vous nous avez parlé des deux leviers fondamentaux que sont l'éducation et l'accès au droit, c'est-à-dire dans l'accès au droit à la fois la connaissance même, l'existence de droits et la capacité à accéder à ces droits. On voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations œuvrent à la fois dans l'éducation pour accompagner les enfants, accompagner les familles, accompagner les jeunes, également dans l'accès aux droits d'un certain nombre de populations diverses, justement pour les aider à accéder à ces droits. Est-ce que faudrait-il, à votre sens, pour que ces sujets-là l'État s'empare vraiment de ces sujets-là plutôt que de les laisser à la main d'un tissu associatif qui fait ce qu'il peut, mais qui est d'abord éparpillé, mietté, qui a sans doute des financements quelquefois difficiles à boucler, qui reposent sur des bénévoles, des volontaires qui certes sont nombreux dans notre pays, mais voilà, est-ce que ça n'est pas à l'État de reprendre en main un certain nombre de ces dispositifs? Et si oui, comment? Alors, vous nous avez donné une piste en disant le sujet est politique et il faudrait que ce soit un débat démocratique, que la lutte contre les inégalités, la lutte contre la pauvreté deviennent un sujet de débat démocratique. Mais est-ce que, voilà, ça passe par le débat politique et le débat démocratique. Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire en sorte que l'État s'empare davantage de ces sujets? L'État a ses responsabilités et il doit les assumer. Sur le système éducatif, c'est absolument évident qu'il a une responsabilité absolument majeure. Il a, dans le domaine social également, il a la responsabilité d'abord d'assurer le financement du budget social de la nation et il assume la politique redistributive des revenus qui en France est massive. Hein. Le taux de pauvreté serait de 25% s'il n'y avait pas de redistribution, il est de 14% après redistribution. Donc on voit bien la puissance du système de redistribution. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Il y a aussi, l'État a des responsabilités dans la gestion d'un certain nombre de services publics qui jouent un rôle essentiel dans l'égalité d'accès aux droits et l'égalité des chances. Mais je pense que le tissu associatif a une vocation particulière. Le tissu associatif, il est au contact des personnes. Il peut faire du travail, j'allais dire, de dentelière, personne par personne. Il a une capacité que l'État n'aura jamais, de souplesse, d'adaptation aux situations. Et d'autre part, c'est un lien avec la société civile. Vous parliez des bénévoles. Il y en a 16 millions en France. Ce n'est pas rien.
ça ne concerne pas que les associations de lutte contre la pauvreté, il y a toutes les associations sportives, culturelles, etc. Mais je pense que c'est une richesse pour notre pays que ce contact entre la société civile et un certain nombre de grandes causes défendues par ces associations. Et je pense que les associations, elles jouent un vrai rôle de service public, j'allais dire. Un vrai rôle de service public. C'est ça qu'il faut leur reconnaître. Il faut les soutenir parce que la France serait invivable sans les associations. C'est les associations qui assurent la cohésion du tissu social et qui font en sorte que la France est un pays où, globalement, les gens souhaitent vivre. Donc, complémentarité entre les deux. Et ça ne retire pas ses responsabilités à l'État, elles sont considérables et il faut qu'il les assume pleinement. Très bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Louis Gallois, d'avoir accepté cette invitation de Territoire de Progrès. Merci. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir.